On a vu les chefs d'État et de gouvernement unir leurs efforts, faire mouvement coordonné, cohérent. C'est un progrès considérable. Eh bien, il a été proposé, et le Parlement va se prononcer aujourd'hui et demain, aujourd'hui à l'Assemblée, demain au Sénat, de constituer deux sociétés, l'une qui aura pour objet d'emprunter pour reprêter aux banquiers, c'est-à-dire qu'on sécurise les prêteurs et on permet aux banques de disposer des fonds dont elles ont besoin pour faire leur métier. Et on flèche en direction des entreprises pour que l'économie fonctionne. Mais est-ce qu'on traite le problème au fond, monsieur Artus? Parce que finalement, la cupidité dont vous parliez, c'est quand même une des choses chromosomiques de l'humanité. Je veux dire, l'argent est irrésistible, donc est-ce qu'on ne va pas retomber dans le même travers? Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une sorte de fascination pour le libéralisme et qu'on avait fini par faire sauter un certain nombre de cadres. Au fond, le marché sans règles, c'est une forme de sauvagerie économique où les plus puissants vont tirer profit de rapports de force pour écraser les plus faibles. Et on avait fait sauter comme ça progressivement un certain nombre de règles. Au surplus, la mondialisation étant venue, il n'y avait pas de règles sur le plan international. Certes, les marchés avaient commencé à s'organiser avec tout ce qui se passait au sein du G7, au sein de comités, à Bâle et dans différentes institutions. Mais bien souvent, en dehors du contrôle des politiques et des États. On avait laissé proliférer un certain nombre de trous noirs de l'économie. Je pense à tous ces paradis fiscaux où finalement les grands opérateurs supranationaux pouvaient régler leurs petites affaires dans des conditions qui étaient conformes à leurs intérêts. C'est-à-dire que les politiques ont préféré fermer les yeux parce que j'imagine que ça date pas tout à fait d'hier. Enfin, il y a quelques années qu'on se dit que quelque chose va pas trop bien dans le monde de la finance. Il y avait une sorte de résignation par rapport à ces phénomènes. Mais on a vu aux États-Unis, par exemple, lors de l'affaire Enron, Primalat également en Italie, une partie des comptes était dénouée dans des paradis fiscaux. Donc il va falloir que les États, de concert et de conserve, exercent une pression forte pour faire disparaître ces espaces qui font que on ne peut pas exercer complètement une régulation. Et puis peut-être va-t-il falloir aussi, mais là je fais un rêve, que tous ceux qui assument des responsabilités, ceux qui sont l'élite, fassent vivre une éthique, une déontologie. Pourquoi c'est un rêve, monsieur Arthuis? Non, c'est pas un rêve. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le phénomène humain puisse progresser si l'élite n'est pas éprise d'un minimum d'éthique. Vous avez dit pendant la crise, d'ailleurs, vous avez une formule qui m'a amusé. Vous avez dit c'est comme si les fous avaient pris la direction de l'asile. Ça, est-ce qu'on se dit il y a une vraie prise de conscience, c'est terminé? Je crois, oui. Je crois. Donc dans chaque État de l'Europe, on va prendre les moyens, d'une part, d'assurer l'oxygénation du système par une sorte de banque centrale du moyen terme, et puis en tant que de besoin, l'État pourra redevenir actionnaire de banques qui seraient en difficulté, dont le capital serait insuffisant, puisque vous savez que les banques peuvent prêter à raison d'un multiple des capitaux propres dont elles disposent. L'écrasement de leurs capitaux propres dû aux pertes qu'elles viennent de subir réduit d'autant le volume des crédits qu'elles peuvent consentir aux particuliers. Il faudra aussi qu'on revoie dans le domaine de la régulation des règles comptables qui avaient amplifié le phénomène. Des règles avaient posé le principe selon lequel les actifs, les actions détenues dans les portefeuilles des banques devaient être valorisées à la valeur du marché. Mais quand il n'y a plus de marché, il n'y a plus de valeur. Et donc, on avait amplifié dans des proportions folles la constatation des pertes, ce qui avait suscité une nervosité et des moins-values tout à fait considérables. Alors, je précise que vous n'êtes pas un dangereux gauchiste, donc, mais qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Nicolas Sarkozy dans cette crise? Puisqu'hier, on l'a entendu en direct à la télé annoncer une réforme, enfin il appelle une refondation du capitalisme, ce qui est tout de même assez extraordinaire, enfin vu le climat politique. Je crois qu'on a toujours... Je pense que le capitalisme reste un système valide, à condition d'être régulé. Ça suppose qu'on définisse des règles claires, compréhensibles, simples, et qu'on se dote d'autorités
disposant des moyens appropriés pour faire respecter ces règles et sanctionner les manquements à la règle. Faute de quoi, c'est le libre renard dans le libre poulailler. Le Sénat, évidemment, s'intéresse de très très près, enfin vous, bien sûr, à ce qui se passe au niveau des collectivités locales, parce que autant l'État peut faire un déficit, autant c'est juste pas possible pour les collectivités locales. Comment est-ce qu'on va se financer ? Il y a des besoins d'argent. Si une collectivité locale, ça fonctionne avec de l'argent, donc comment on fait ? Bon, il y a de l'argent, il y a des liquidités. Les Français épargnent à raison de 15% du produit intérieur brut. On a vu également s'accumuler des montagnes de réserves, ce qu'on appelle les fonds souverains. Les fonds que détiennent les pays qui nous vendent du pétrole, qui nous vendent du gaz, qui nous vendent des biens de consommation, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde. C'est probablement 5-6 000 milliards qui sont ainsi disponibles. Et ces pays, ces fonds souverains s'investissent dans quoi ? Ils s'investissent dans les bons du Trésor. Les Américains vivent ainsi depuis plusieurs décennies. Hélas. Ça a été le Japon, ensuite c'est la Chine. Ils investissent dans l'immobilier de luxe, au risque quelquefois de faire exploser le prix des immeubles. Ils investissent dans différentes PME. Et bien souvent, ils les délocalisent. Donc, il y a de l'argent, il y a des liquidités. Je pense que les collectivités territoriales constituent des bons risques pour les prêteurs. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité qu'auront les collectivités territoriales à se financer. En revanche, ce que je crois, c'est que compte tenu de la situation de nos finances publiques, il y a quelques semaines, le gouvernement nous a proposé un projet de loi de finances pour 2009 en déficit de 52 milliards, auquel il faut ajouter une dizaine de milliards pour la sécurité sociale. Et la situation économique est telle que les recettes qui étaient prévues risquent d'être révisées à la baisse. Donc, on voit bien que la sphère publique va être en difficulté. Et le chantier que nous avons à ouvrir, c'est celui des collectivités territoriales. On a laissé s'accumuler un empilement de structures. La commune, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des pays qui regroupent plusieurs communautés de communes, des départements, des régions. Je crois qu'il va falloir que nous procédions, nous aussi, qui avons des mandats territoriaux, à une révision générale des politiques publiques locales. Ça va pas être simple. Un dernier mot, le budget 2009, il est déjà caduc ? Le budget 2009, je pense qu'il est convenablement établi s'agissant des dépenses. Il y a une interrogation sur ce que seront les recettes prévisionnelles. Le gouvernement a retenu une hypothèse de croissance de 1%. On voit bien que nous traversons une conjoncture qui rend très aléatoire cette hypothèse. Maintenant, restons calés sur les niveaux de dépenses. Ils traduisent une volonté de maîtrise de la dépense publique. Ils traduisent aussi les premières conséquences des réformes de l'État. Mais il va falloir très vite ouvrir un autre débat, c'est celui de la compétitivité de l'économie française. J'affirme nous avons une architecture de fiscalité qui taxe la production et qui, par conséquent, constitue un accélérateur de délocalisation d'activités industrielles et même d'emplois de services. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'informatique. Il suffit d'aller en Inde pour voir ce qu'il en est. Donc, nous avons l'obligation, à mon avis, d'ouvrir très vite ce chantier-là. On pense très souvent qu'il y a des impôts payés par les entreprises et d'autres par les ménages. J'affirme que les impôts sont toujours payés par les ménages. Quand on fait transiter l'impôt par l'entreprise, c'est-à-dire sous forme de taxes professionnelles ou bien de cotisations sociales pour financer la santé et la famille, on ne fait qu'accroître le coût de la production chez nous. Et dans un monde où l'on veut privilégier la lutte contre la vie chère, on organise en quelque sorte la délocalisation et on se ruine. Vous avez du pain sur la planche. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous voir. Bonne journée.